Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les feuilletons de la médiathèque. Cette émission est produite et réalisée par le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous avons eu envie de partager avec vous l'histoire méconnue des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'avez pas écouté les 5 épisodes précédents, je vous conseille de le faire dès à présent. Cela vous permettra de mieux comprendre l'histoire générale des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour ce dernier épisode, je suis en compagnie de Sandrine Coulen, bibliothécaire en charge du patrimoine écrit à la médiathèque Alain Gérard de Quimper, pour évoquer ensemble l'histoire de notre bibliothèque pendant l'occupation. Maintenant, plongez avec moi dans ce 6e et dernier épisode, 1939-1945, la bibliothèque de Quimper, entretien avec Sandrine Coulen. Bonjour Sandrine. Bonjour Marine. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de Quimper pendant la guerre, parce que j'ai fait 5 premiers épisodes sur l'histoire générale des bibliothèques, et maintenant j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé chez nous en Bretagne, en Finistère Sud. Alors tout d'abord, nous on enregistre en ce moment dans la médiathèque Alain Gérard de Quimper, esplanade Julien Gracq dans l'ancien couvent des Ursulines, mais en 1939, notre bibliothèque n'était pas du tout là. Est-ce que tu peux nous dire où elle était ? Alors, effectivement, elle était à l'autre bout de la ville. Elle était dans la mairie, dans l'hôtel de ville actuel, au premier étage. Et j'ai une petite description faite par un des bibliothécaires du début du XXe siècle, puisqu'il nous dit, alors c'est Louis Le Guenec, la bibliothèque se trouve dans la partie la mieux située de la mairie. Pour un écrivain ami des livres, le cadre fait à souhait. Ces 3 salles décrivent un fer à cheval autour d'une sorte de patio à arcades. Elles sont hautes, claires, ensoleillées. De majestueux in-folio vêtus de cuir noirci, des livres vénérables habillés de basane ou de parchemin tapissent les murailles de leurs innombrables dos à nervures saillantes à fer doré. Voilà, donc on est effectivement dans des salles en U. Il faut aussi imaginer qu'il y a un poêle. Oui, le chauffage central, c'est pas très 1939. Alors si, justement, figure-toi. Ah ouais. Oui, parce que en 1937, fin 1937, l'installation du chauffage central est amorcée en tout cas dans la mairie, et dans la bibliothèque, il y a déjà 2 radiateurs. Ouh, voilà. Le luxe. Voilà, mais il y a aussi un vieux poêle, et donc évidemment, le souhait serait que ça s'arrange, enfin que ça se développe, et hélas non, évidemment, on sait pourquoi. Et en fin 1940, le vieux poêle qui n'en peut plus est remplacé quand même par un poêle un peu plus moderne. Voilà. Mais il y a aussi la crainte. Bon, déjà, c'est très salissant pour les documents, mais il y a toujours évidemment la crainte de l'incendie. Voilà, ça c'est un peu la description physique de la bibliothèque. Alors, on parle de la médiathèque Alain Gérard, où on est une joyeuse quarantaine de bibliothécaires. Qui anticipe ma question, c'est parfait. Et donc, il y a un conservateur à la tête de la bibliothèque et archives, qui est aidé... qui est un adjoint, un adjoint qui est un ancien gendarme à la retraite, qu'on nous précise décoré d'une médaille militaire. Voilà. La bibliothèque est ouverte tous les jours, voilà, de 13h à 17h, sauf le lundi, et les jours fériés, donc 13h, 17h, et le dimanche matin, de 9h à 11h30. Ah ouais, quand même. Voilà. Fermé au mois d'août. Le mois de l'inventaire. Et en termes de volume, on a environ 38 000 volumes. Voilà, sachant qu'on a sur ces 38 000 volumes, 8 000 volumes qui sont le reliquat en fait, des confiscations révolutionnaires qu'on a encore aujourd'hui, et aussi 8 000 autres volumes qui forment le fameux fonds breton qu'on connaît encore aujourd'hui.
Dans une vidéo sur Yvonne Odon que vous retrouverez sur nos réseaux sociaux si ça vous intéresse, donc Yvonne Odon, grande bibliothécaire du Musée de l'Homme à Paris, on a parlé de cette modernisation des bibliothèques, notamment avec l'influence américaine. Donc Yvonne Odon, on est grande représentante puisqu'elle a fait beaucoup d'allers-retours États-Unis-France. Est-ce que cette modernisation, donc d'avant-guerre, on parle des années 1927 à 1937-38 à peu près, est-ce que ça a touché Quimper ou est-ce qu'on pas du tout? Alors, a priori pas. Voilà. Bon, on sait que ça met un petit peu plus de temps à arriver en province. Et notamment, si on prend l'exemple, alors un peu peut-être caricatural, mais de l'arrivée, de la généralisation de la classification décimale Dewey dans les bibliothèques françaises, qui est quand même arrivée, à débuter même avant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est vraiment démocratisé, voilà, qui est notre plan, un système de classement quasi universel aujourd'hui appliqué partout. Non, pas du tout. On va dire sobrement. Est-ce que tu sais ce qu'on a à la place de la Dewey? Oui, on va avoir la classification des libraires. Enfin, on va avoir des classements 19e qui restent appliqués. Après, je ne sais pas en détail, par exemple, pour des sections thématiques, ce qu'elle fait. La véritable harmonisation des systèmes de classement c'est fait vraiment, vraiment tardivement. On est aussi avec beaucoup le principe des armoires, où les armoires réservées, voilà, certainement des armoires vitrées. Alors on n'a pas, j'ai pas trouvé de photos de la bibliothèque de Quimper avec son poêle, mais il en existe beaucoup dans les archives des bibliothèques. Et il faut vraiment imaginer ces grands meubles, avec une grande partie sous clé, et des grandes tables de travail au milieu. Et aussi, attention, il y a beaucoup de tables vitrées avec encore quelques collections. Alors ça a disparu au fil des siècles, puisqu'il y avait des cabinets naturalistes, etc., qui ont été donnés effectivement au muséum ou des choses comme ça. Et puis les animaux empaillés, etc., ont disparu de leur belle mort, on va dire. Mais voilà, il faut voir vraiment cette ambiance un petit peu encaustiquée, on va dire, et studieuse. Voilà. Oui, ça fait très 19e dans le mélange entre des archives, des cabinets naturalistes, la bibliothèque, tout est un peu, tu disais qu'on partageait les locaux avec les archives. Il y a un côté très... les armoires, en tout cas, je sais qu'aux archives nationales, il y en a toujours ces fameuses armoires, des armoires précieuses sous clé. Donc là, on reste dans le même... Jusqu'à même dans le bureau du conservateur, l'armoire sous clé, encore plus précieuse que précieuse. Voilà. Alors, en parallèle, à Quimper, il n'y a pas que cette bibliothèque. Il y a aussi une bibliothèque populaire, justement, qui est juste à côté, qui est aussi rue de la Mairie. Il y a différentes bibliothèques dans Quimper qui rendent des services autres. Voilà. Tu connais un peu, tu pourrais nous dire un peu la différence entre la bibliothèque de Quimper et une bibliothèque populaire, par exemple ? Parce que à l'heure actuelle, c'est plus rare d'avoir des bibliothèques populaires. Alors, c'est quand même très... Alors, la bibliothèque municipale de Quimper, c'est ce qu'on a longtemps aussi appelé les bibliothèques d'études, et donc, entre guillemets, utilitaire et édifiante. Les bibliothèques savantes, un peu comme on a à Paris. Voilà. Ouais. Alors qu'une bibliothèque populaire, plus tournée vers... Notamment, déposer un dossier d'inscription, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas admis. Oui. Voilà. Oui. Il faut vraiment, c'est quasiment une enquête pas de bonnes mœurs, mais voilà. Et faut montrer pas de blanche, quoi. C'est ça, voilà. Et ça remonte un petit peu avant la guerre, mais il y a notamment des anecdotes amusantes de certains. Aujourd'hui, on trouve ça amusant de commerçants qui peuvent plusieurs fois postuler, mais notamment le coiffeur qui va postuler pour demander son inscription, mais elle va lui être refusée parce qu'on va craindre qu'il ne va pas prendre suffisamment soin. Et c'est écrit noir sur blanc. Voilà. C'est des choses pour nous très datées. Voilà. Mais je pense qu'on est encore vraiment dans cette ambiance-là. Oui, donc dans ce contexte, on comprend mieux quand Yvonne Odon, donc je fais toujours référence à cette vidéo sur nos réseaux sociaux, quand Yvonne Odon arrive et dit à la bibliothèque du Musée de l'Homme, on va faire de l'accès libre de collection, on va faire du prêt, on va faire un bibliobus. Enfin, effectivement, c'est révolutionnaire. On n'imagine pas à quel point c'est révolutionnaire, en fait, ce système. Les étudiants peuvent, les élèves du lycée, et on a justement... C'est une dizaine d'années avant, mais on a des anecdotes où les élèves sont interdits. Non, parce qu'ils veulent emprunter les traductions des œuvres latines qu'ils ont à étudier. Voilà, c'est absolument interdit. Et on leur interdit aussi les romans.
Voilà. Il y a une tirade célèbre dans une des œuvres de Marc Jacob, c'est Madame Bovary. Voilà. Voilà. Le bibliothécaire les romans est au corrompent la 400 jeunesse, coups. quoi. On est dans cet esprit-là. Oui, chaque période a sa petite fixette. Voilà. Oui, chaque période. Et donc, 1938, c'est pas de roman pour les étudiants. Est-ce que tu pourrais nous parler à présent du conservateur de la bibliothèque, conservateur qui sera aussi en charge avant la guerre et après la guerre? Oui, alors effectivement, puisque j'ai simplement dit, le conservateur, c'est pas un conservateur comme on l'entend aujourd'hui. Voilà. Il n'a pas, entre guillemets, passé le concours, été formé, etc. Donc, il s'appelle Barthélemy Gallo. Au moment où il prend son poste en 1935, donc quelques années avant, à la mort de Louis Le Guenec, le bibliothécaire précédent, qui est mort prématurément. Alors, Barthélemy Gallo, quand la guerre éclate, il a 62 ans. Donc, il ne va pas... C'est déjà une fin de carrière. Alors, voilà, c'est pour ça. Alors, en 1935, il a 57 ans. C'est un ancien instituteur. Il a fait plus de 30 ans à Quimper. Il a commencé sa carrière autour de 1900. En tant qu'instituteur. Il est originaire de Quimperlé, donc il va chercher longtemps à revenir vers Quimperlé. Et finalement, il fait toute sa carrière à Quimper. Et lorsqu'il termine sa carrière d'instituteur, il postule au poste de bibliothécaire. Et il va y rester jusqu'à 1953. Ah oui, quand même. Il aura alors 76 ans. Ah oui, une fin de carrière tardive. Alors, pareil, c'est pas tout à fait comme aujourd'hui, c'est-à-dire que tu peux postuler en fait sur un poste administratif comme ça. La limite d'âge est fixée à 72 ans. Voilà. Donc c'est assez intéressant quand on voit l'histoire des bibliothécaires, jusqu'à l'ère moderne, on va dire, jusqu'à la fin du XXe siècle, des retraités en fait qui prennent, c'est des anciens militaires, des anciens qui ont travaillé dans la marine, ou des anciens instituteurs. C'est là qu'on voit la différence entre Paris et la région, parce que pareil, Yvonne Audon, elle fait une école de bibliothécaire. Alors on a des gens qui sont aussi ethnologues, alors que tu nous dis là, on a des instituteurs, des anciens militaires. Le métier justement de bibliothécaire n'est pas encore un métier complet, partout, uniforme. C'est pas un métier. Alors justement, quand il postule, Barthélemy Gallo, il y a 5 candidats et il y a 2 femmes dans le lot. Une est la fille de l'ancien bibliothécaire Louis Le Guenec, donc qui était libraire avant ça, donc qui l'a beaucoup aidé, donc elle était vraiment dans le milieu des livres. Et aussi une toute jeune femme, 22 ans, qui sortait de l'école de bibliothécaire. Et donc, c'est pareil, il y a un commentaire qui dit bien, elle n'a que 22 ans. Voilà. Donc, Bon, c'est Barthélemy Gallo. Et c'est une époque où c'est la commission de bibliothèque qui va aussi tout décider. Il rend compte, y compris chaque ligne d'achat, en fait. Et, c'est la commission, c'est beaucoup même la commission qui va demander, on faudrait acheter ci, il faudrait acheter ça. C'est bien plus rigide que maintenant. Les bibliothécaires sont beaucoup moins libres de leurs achats, beaucoup moins... Alors, il y a aussi que c'est pas le même volume. D'acquisition. Alors, j'ai pas ni en tête, ni j'ai pas recherché les chiffres et les volumes, mais c'est, on va dire, par mois, ça va être 5-6 achats. Oui. Voilà. Par contre, il y a encore beaucoup il y a ce service de dépôt de l'État, les concessions, ce qu'on appelait les dépôts d'État, qui ont duré pendant très 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 longtemps. Et c'est toutes les grandes collections classiques, les encyclopédies, les histoires générales les fameuses collections Budet sur les textes classiques, etc. Tout ça émane des dépôts de l'État.
Oui, c'est pas du tout les mêmes collections. Puis de toute façon, Les ouvrages de référence, voilà, chercher le mot. oui, Voilà. les grandes encyclopédies que nous n'avons plus du tout, à part éventuellement en magasin. Alors là, par contre, on les a encore toutes. Oui, voilà. mais c'est vrai qu'elles sont plus consultées. Voilà, c'est ça. Oui. C'est devenu vraiment historique maintenant. C'est des témoignages de pratiques. Oui, puis les pratiques de lecture en 1938 ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'heure actuelle. Il n'y a pas de livre de poche en 1938. C'est moins démocratisé, en fait, beaucoup moins. Donc l'emprunt, c'est deux ouvrages. Tu peux emprunter 2 ouvrages pour un mois, sauf certaines collections qui ont vraiment beaucoup de succès. La Revue des Deux Mondes, et je sais qu'il y a une autre revue comme ça, où ce ne peut être que 15 jours. Voilà, parce que le Tour du Monde et la Revue des Deux Mondes, où c'est 2 semaines, parce que c'est vraiment très, très demandé. Mais sinon, le reste a 2 ouvrages pour un mois. Voilà. Oui, autre temps, autre mœurs sur la bibliothèque, mais... Et donc, ce monsieur Barthélémy Gallo, tu me dis qu'il est en poste de 1935 à 1950, là, j'ai plus le dernier chiffre, 53. Donc, il était là pendant la guerre. Donc, voilà. Donc, c'est lui vraiment qui était à la tête de la bibliothèque pendant la guerre et qui va faire face. Donc, c'est peut-être ce dont on va parler maintenant. Voilà. Oui, alors on va enchaîner, puis comme ça, tu nous raconteras l'histoire de Barthélémy Gallo en creux dans tout ça. Dans le tout premier épisode de ce feuilleton, j'avais évoqué la circulaire de Julien Quin, qui est l'administrateur général de la Bibliothèque nationale à l'époque. Donc, c'est une circulaire du 3 septembre 1938 sur la protection des collections qui a été envoyée à 183 bibliothèques. Donc, ma question, c'est d'abord, est-ce que Quimper fait partie de ces 183 bibliothèques ? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné ? Puisqu'en fait, on demandait de faire attention à la protection du bâtiment, des collections, éventuellement des usagers de la bibliothèque. Donc, est-ce qu'on l'a eu, cette circulaire ? Alors déjà, oui. Voilà, on fait partie des 183 bibliothèques qui ont reçu la circulaire. Et voilà, il y est question effectivement d'abri, de caisses. Alors elle est très technique cette note, puisque voilà, il faut des caisses solides mais d'un poids raisonnable et maniable. Donc longueur 68 cm, largeur 50 cm, profondeur 45 cm, garnies de papier de protection avec un état sommaire et précis glissé dans chaque caisse en 3 exemplaires et indiquer sur les caisses la ville et le numéro d'ordre de la caisse, et puis surtout de chercher un lieu à l'abri, soit dans la bibliothèque, soit le plus près possible pour stocker ces caisses. Donc je me souviens avoir lu quelque part qu'il avait été un temps question qu'elles soient stockées au musée. Voilà. Mais je n'ai jamais trouvé de trace, et autant que je sache, j'avais consulté aussi le dossier de la bibliothèque aux archives municipales. Il n'y a pas de trace non plus. Pour moi, voilà, elle n'a pas été cette circulaire n'a pas vraiment été mise en œuvre. Il n'y a pas de trace non plus de vie de fabrication de caisses. C'est pas très étonnant. Il y a plein de bibliothèques qui n'ont pas suivi cette circulaire, là, c'était surtout très, très loin tôt. Surtout loin de l'Allemagne, parce qu'en fait, entre l'Alsace et nous, on n'est pas un péril... Là, en 1938, le péril allemand, il est quand même très, très loin des côtes bretonnes. Donc oui, c'est pas si étonnant que ça, en fait. Par contre, pour l'actualité de Quimper, en 38-39, c'est beaucoup plus l'accueil des réfugiés. En 38, il y a tous les réfugiés espagnols à Quimper. Il y a énormément, il y a une forte population de réfugiés espagnols. Et en 39, ça va effectivement... Il y a... plus de 1200 réfugiés du nord et de l'est de la France qui vont venir à Quimper. Ah oui. Voilà. Donc, on a une augmentation de la fréquentation au niveau de la bibliothèque. J'allais te demander s'ils fréquentent la bibliothèque de Quimper. Il y a vraiment un afflux de demandes d'abonnement. Voilà. Et donc, les prêts, effectivement, vont être accordés aux réfugiés. Et il y a plusieurs traces comme ça d'écrits du bibliothécaire qui va tout faire pour favoriser, et les distraire. Il faut les alimenter. Voilà. Alors, il y a aussi eu, un petit peu plus tardivement, c'est peut-être 40, où il y a une demande de collecter dans la région, dans le canton, des ouvrages, des dons, pour alimenter aussi, pour le loisir des réfugiés.
Et ça fait chou blanc, en fait. Sur 6 mois de collecte, il y a... Ouais. Après, j'ai pas les sous-titres et tout, mais c'était un petit peu amusant, l'anecdote. Il y a effectivement un donateur. Alors, le bibliothécaire a fait des beaux petits flyers à la machine à écrire et tout. On voyait c'est déjà du papier pelure et tout, mais voilà, on sent que ça a été certainement distribué à au moment du prêt. Enfin, voilà. Et donc, il y a un donateur qui donne 6 ouvrages, 6 polars d'ailleurs. Voilà, voilà. Après, voilà, donc c'était bien ciblé pour la distraction, mais bon, voilà, c'était pas... Voilà. Pas la meilleure campagne, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense qu'en termes de communication, c'était pas ça. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà. Appel lancé dans les journaux locaux pour collecter des livres de lecture récréative, des romans, des contes, des nouvelles, à destination des réfugiés brestois de la Sarthe et du Loir-et-Cher, adultes et enfants. Oui, donc ça, c'était plus tard. Voilà, c'était en 1943. C'était le service des évacués du département du Finistère. Donc, on est dans l'inverse, en fait. C'est ça. C'est que, voilà, il y avait des Bretons qui avaient été évacués. Et c'était à pour leur envoyer. Voilà. Et là, ça n'a pas rencontré son public, on va dire. Donc en 1938, à la réception de cette circulaire, il ne se passe pas grand-chose à Quimper, sans doute mélange de... je sais que dans d'autres bibliothèques, c'était un problème de se mettre en rapport avec l'armée. Et puis après, on va rentrer, 1 an plus tard, on rentre dans la drôle de guerre avec la déclaration de la guerre de la France et l'Angleterre à l'Allemagne. Donc il ne se passe pas grand-chose là, mais sur le plan d'évacuation des collections et de mise à l'abri des collections, cependant, il ne se passe pas rien à la bibliothèque de Quimper. J'aimerais bien que tu nous parles de Barthélemy Gallo et de Mac Jacob, parce qu'évidemment, ça, c'est un grand sujet chez nous. Voilà, oui, puis qui est un petit peu, d'un point de vue chronologique, qui est un petit peu original, puisqu'on est... donc Mac Jacob, Quimperois, mais qui... voilà, autour de 1900, vit plutôt à Paris, puis pour plusieurs périodes de sa vie à Saint-Benoît-sur-Loire, au moment de la guerre, donc il s'est réinstallé définitivement à Saint-Benoît-sur-Loire. Mais il va, très très tôt, il va souhaiter qu'un fonds Mac Jacob soit constitué dans sa ville natale pour... conserver une trace de ses œuvres. Mais là, on est bien avant-guerre. Il parle de ça vers 1936. Et donc, Barthélemy Gallo est déjà à la bibliothèque. Et donc, la création du fonds va se concrétiser du fait que le maire, à partir de 1935, le maire s'appelle Prosper Gauthier. C'est un commerçant de Quimper. Et sa fille est mariée à un grand ami de Mac Jacob. C'est avec eux qu'il parle de ça, donc on peut imaginer qu'il y a que ça favorise la possibilité de créer ce fonds. Mais concrètement, ce fonds, il va devenir réel qu'à partir de 1939. Donc en 1937, Mac Jacob perd sa mère. Et tout de suite, il dit les ouvrages que je donnais, il donnait toutes ses œuvres à sa mère, vont faire l'objet d'un don à la bibliothèque. Voilà. Et finalement, ces ouvrages sont vraiment transportés qu'en juillet 1939. Donc, c'est Barthélemy Gallo qui les réceptionne, qui liste, etc., qui va tout de suite aussi les rentrer dans les registres d'inventaire. On est encore avant-guerre, hein, mais voilà, tout est effectivement traité rapidement et mis. Et concrètement, cet acte de naissance, c'est la maison familiale et vidée. Le frère et la sœur de Mac Jacob qui habitaient encore là. Ils sont au-dessus de la boutique des parents, enfin ex-boutique des parents, qu'ils ont continué à tenir et doit faire l'objet en fait c'est une expropriation. C'est l'hôtel d'à côté qui doit s'étendre. Voilà. Oui, puis alors on rappelle pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas Mac Jacob, donc c'est un homme de lettres français, il écrit du théâtre, il a fait de la peinture aussi, il écrit du roman, de la poésie, et surtout Mac Jacob est juif. Donc il va être très très vite soumis à une interdiction de publication, une interdiction de toucher ses droits d'auteur aussi, ça c'était dans les lois juives, et il va devoir porter l'étoile jaune. Donc c'est dans ce contexte-là aussi où la famille est soumise à de fortes pressions. Voilà, donc là c'est les prémices en fait, puis après il va perdre des membres de sa famille. Enfin, voilà, on va aller dans une tragédie, voilà. Oui. Mais voilà, pour rester vraiment concentré sur plutôt ce côté, la son rapport à la bibliothèque, il va ensuite tisser des
des liens avec le bibliothécaire. Et donc, je pense qu'ils ne se rencontreront plus, mais depuis sa retraite de Saint-Benoît-sur-Loire, il va envoyer tout ce qu'il arrive à recollecter. Donc, on est dans ce contexte très difficile. Voilà, il n'a plus de revenus, et il a sollicité un petit peu tout le monde, ses éditeurs, ses amis, qui vont s'efforcer de retrouver, collecter, racheter pour certaines œuvres introuvables. Quelquefois, certains ont fait faire des copies d'œuvres, et tout ça est envoyé régulièrement. Voilà. Et avec, bien sûr, il va absolument dédicacer absolument tout ce qu'il envoie à la bibliothèque, en attirant l'attention sur des éléments qui lui semblent importants, parce qu'il collecte aussi toute la réception autour de lui, etc. Il va donner à la bibliothèque tous les articles de presse qui parlent de lui. Enfin, ça fait un travail énorme, fantastique. Voilà. Et il sollicite certains de ses amis justement pour dresser ses listes, etc. Et le dernier envoi, donc il va faire 4 envois, et le tout dernier date de janvier 1944, quand on sait qu'il meurt le 5 mars. Oui, il est arrêté en février et qu'il meurt le 5 mars. C'est très très proche de son arrestation, voilà, et vraiment, c'est jusqu'à son transfert à Drancy, quoi. Voilà. Dans cette donc nous n'avons pas la correspondance avec le bibliothécaire, mais en 1958, dans le bulletin des bibliothèques de Bretagne, qui était une petite revue d'après-guerre, il y avait eu un numéro spécial, et où il y avait eu donc toute la correspondance retranscrite avec Barthélemy Gallo. C'est vraiment une histoire d'amitié, c'est très joli. Et on en apprend un peu aussi sur le bibliothécaire, parce que Marc Jacob, évidemment, est très, très, très étudié. Voilà. Et ce bibliothécaire, Barthélemy Gallo, c'est beaucoup aussi un B. Gallo, écrit un peu partout. Et c'était un petit peu un personnage transparent, absolument. Voilà. Et on apprend là, donc, il y a dans cette correspondance, notamment que Marc Jacob lui dédicace aussi des ouvrages pour sa propre bibliothèque, qui transparaît un petit peu aussi quand on a aux archives départementales, cette fois-ci pas municipales, départementales, il y a le dossier d'instituteur du bibliothécaire, bien entendu, parce qu'il y a les rapports d'inspection. Oh. Et voilà. Et on est dans des époques où, dans le rapport d'inspection, on détaille même si le bibliothécaire a une bibliothèque personnelle, des choses comme ça. Voilà. C'est très poussé comme rapport d'inspection. Oui, c'est assez intéressant, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Et donc là, ça met un peu en vie ce personnage aussi. Voilà. Et puis c'est une jolie histoire d'amitié entre Marc Jacob et Barthélemy Gallo, le sauvetage d'une collection complète qui aurait pu complètement disparaître si Marc Jacob n'avait pas fait ça. Fonds dans une petite bibliothèque, on vient de dire que c'était quand même la petite bibliothèque de province. On crée un fonds pour quelqu'un de vivant, ce qui est quand même pas banal. En général, on obtient des fonds, ce sont les veuves on a ça pour l'herbier Bonne Maison. Enfin, on a plusieurs fonds comme ça créés posthumes. Donc de son vivant, et qui va continuer à enregistrer les documents à l'inventaire durant toute la guerre, y compris 44, et qui va ils sont rangés dans une armoire qui s'appelle l'armoire Raymond, dans son bureau. Donc armoire Aymon, famille Aymon à Quimper, on a des fonds Aymon à la bibliothèque. La famille Aymon donnait beaucoup de documents. Donc il y a quelque chose de... On en reparlera un tout petit peu après, mais en période de censure et de confiscation de collections, c'est très courageux de la part de Barthélemy Gallo de récupérer ce fonds d'un auteur juif qui est interdit de publication, interdit de tout dans Paris, et c'est une œuvre colossale. Donc le fonds Marc Jacob, nous l'avons toujours, ça c'est la merveille des merveilles, nous l'avons toujours, et tu l'alimentes puisque tu achètes des choses encore sur ce fonds. Voilà, c'est un fonds qui a beaucoup grossi depuis, puisque... alors déjà, juste une petite digression aussi, c'est qu'en 1945 est créée la première association autour de Marc Jacob, et donc c'est pas l'association qu'on connaît aujourd'hui, mais elle est créée à la bibliothèque de Quimper, bien sûr, et c'est bien entendu Barthélemy Gallo, le secrétaire. Voilà. Bon, elle a fait long feu, et puis mais voilà, il y a quand même cette volonté de continuer, de transmettre l'œuvre de Marc Jacob.
Et aujourd'hui, effectivement, c'est un fonds assez conséquent, puis qui est extrêmement vivant, à la fois par les achats qu'on arrive encore à faire, notamment autour, évidemment, de l'œuvre, particulièrement sur la Bretagne, parce qu'il y a plusieurs autres fonds Marc Jacob en France, mais aussi de sa correspondance, qui est c'est un grand épistolier qui a eu des milliers de correspondants. Qui a eu des milliers de correspondants. Oui, il écrivait beaucoup. Tu m'as montré, c'est l'achat, pas cette année, l'année dernière, une carte postale signée de Mac Jacob. On voyait. C'est très touchant, je trouve, cette correspondance qu'on a de Mac Jacob. Et c'est des petits mots comme ça laissés à ses amis. Oui, je trouve ça vraiment touchant, ces échanges. Il y a à la fois ces correspondances qui vont souvent durer longtemps. Donc on a, effectivement, c'est l'histoire d'une vie. À la fois, ce sont des correspondances qui sont à sens unique. On n'a que les lettres de Mac Jacob. Lui, ce qu'il lui a reçu, ça a disparu. Donc, ça a été soit lui, il a voulu les faire disparaître, soit ça a été... Et il y a aussi ces dédicaces dans les ouvrages qui sont vraiment extrêmement émouvantes. Celle de à Radiguet, on a un ouvrage comme ça dédicacé à Radiguet qui est très touchant, parce qu'en plus je crois que c'est très très peu de temps avant la mort de Radiguet, comme il est mort très jeune, c'est aussi très touchant. Et alors oui, sur Mac Jacob, est-ce qu'on a, on a forcément pas, puisque tu dis qu'on a que la correspondance que lui écrit, mais dès le début de la guerre, il se fait appeler, il demande qu'on l'appelle Monsieur Max, pour pas qu'on mette Jacob sur les enveloppes. Voilà. Monsieur Max a dessiné les lettres adressées à Monsieur Max pour pas embêter ses amis. Il y avait aussi pour pas les mettre en danger. Oui, simplement. Alors c'est vraiment intéressant quand même, entre donner sa bibliothèque et tous les exégèses et tous les articles pour constituer un fonds sur lui alors qu'il est encore vivant, et en même temps faire attention à la correspondance avec ses amis pour pas qu'ils soient inquiétés. C'est vraiment un fonds très très riche. Ce fonds est consultable à la bibliothèque, mais sur rendez-vous. Oui. Voilà. Donc vous pouvez consulter des ouvrages, des dédicaces, des choses autour de Mac Jacob, mais en prenant rendez-vous avec le service patrimoine pour avoir du temps. Quand même, évidemment, les œuvres de Mac Jacob sont empruntables, consultables, empruntables. Voilà, les éditions courantes, on peut lire Mac Jacob autant qu'on le souhaite. Évidemment. Y compris les cahiers Mac Jacob, qui sont une revue incroyable, où justement ces correspondances sont publiées régulièrement. Voilà, donc les correspondances inédites sont de plus en plus publiées. Donc ça, c'est assez sympathique. Voilà. Alors on disait tout à l'heure que c'était très courageux de la part de Barthélemy Gallo d'avoir intégré le fonds jusqu'en 1944, alors qu'on est en pleine occupation française. Alors en 1944... déjà, le nord de la France est occupé largement depuis un bout de temps. Dans le 3e épisode du feuilleton, on a parlé des pillages de collections. Donc l'armée allemande, et puis en particulier l'état-major Rosenberg, qui va piller des bibliothèques institutionnalisées, des bibliothèques publiques, mais aussi des bibliothèques privées et même jusqu'à des appartements. Comment ça se passe à Quimper ? Est-ce qu'on vient de nous voler des collections ? Est-ce qu'on nous demande des collections ? Et parce qu'on a quand même quelques manuscrits, quelques documents qui sont fort intéressants. J'imagine qu'ils devaient intéresser l'Allemagne. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période et de ce contexte-là ? Oui, alors évidemment, la bibliothèque de Quimper n'est pas la bibliothèque nationale, donc peut-être moins en péril, mais malgré tout, la bibliothèque de Quimper va également être rapidement sollicitée pour faire parvenir à la Bibliothèque nationale un de son plus précieux manuscrit, qui est le cartulaire de l'abbaye de Landévennec. Donc, d'abord peut-être 2 mots sur ce cartulaire. Sur le cartulaire, je veux bien que tu en parles, parce que c'est quand même notre document un peu le plus prestigieux ici. Donc, alors, le document lui-même a été rédigé à l'abbaye de Landévennec, sur la presqu'île, entre le 9e et le 11e siècle. Et il est constitué d'un ensemble de vies de Saint-Guénolé et d'un petit recueil établissant les biens terrestres de l'abbaye. Donc, ce document est arrivé à la bibliothèque
1934. Donc, ça ne fait pas partie des confiscations révolutionnaires qui sont directement arrivées à Quimper, mais qui, il y est arrivé indirectement en ayant été acheté. Il est passé en vente publique. Alors, son histoire entre les confiscations, il a été évidemment dans un dépôt. C'est Jacques Cambry, qui, après la Révolution, l'avait repéré. Voilà. Sa trace a été un petit peu perdue. Il est réapparu. La bibliothèque l'a acheté au moment de sa création, quasiment, puisque c'est l'époque, ces années-là, 1830, 31, 33, création des bibliothèques municipales. Voilà. Et donc, il a depuis fait partie de la collection. Alors, il a aussi été beaucoup étudié, en partie édité, etc. Et donc là, moi, je vous renvoie sur... il y a un article très, très complet qui a été paru sur le site des médiathèques et surtout sur notre chaîne YouTube. Il y a la retransmission complète de la journée d'études autour des manuscrits médiévaux qui avait lieu en 2023, en juin 2023, et où une partie est consacrée au cartulaire. Donc ce cartulaire est bien connu de tous et donc le bibliothécaire ne tarde pas à recevoir un courrier exigeant d'envoyer pour 3 mois le manuscrit à la Bibliothèque nationale pour étude. Donc on sait rétrospectivement qu'ensuite les documents n'étaient pas restitués. Alors il ne va pas répondre. Voilà. Première résistance, non, je ne réponds pas. Ça ne m'intéresse pas. Deuxième courrier, il ne va pas répondre. Il se tourne vers la commission de la bibliothèque qui l'encourage d'ailleurs à ne pas envoyer le document. Alors, avant de répondre, parce qu'il reçoit un courrier qui... à un moment donné, il ne peut pas faire autrement. Certains termes dans les courriers, il faut comprendre que c'est une injonction. Oui, parce que je fais une petite incursion, mais des bibliothécaires sont arrêtés. Voilà. Arrêtés, mis à pied, parfois même déportés, en fait. Donc, ça reste quand même dangereux. C'est pas... Voilà. Donc, ce qu'il fait, entre les deux, c'est... je n'ai pas compris tout de suite, mais ça y est, ça a tilté. Je suis tombée sur une demande de prêt à la Bibliothèque nationale de la part de Barthélemy Gallo. Donc, il va dire qu'il a un lecteur qui s'est spécialisé dans l'étude du folklore breton. Et il va demander, il demande s'il y aurait moyen de faire venir à Quimper des manuscrits bretons de la Bibliothèque nationale. Il est très flou dans les termes de sa demande. C'est pas monsieur un tel, comme dans les courriers habituels. Voilà. Il faut voir aussi que la Bibliothèque de Quimper ne demande jamais de manuscrits de la Bibliothèque nationale. C'est ça. Voilà. Donc c'est un petit peu fumeux quand même. Et donc il va évidemment recevoir un courrier négatif de la Bibliothèque nationale. Et ce sont les arguments employés dans cette lettre de refus qu'il va utiliser pour... contre la Bibliothèque nationale elle-même. Voilà, donc ça c'est assez amusant, enfin aujourd'hui. Et ça fait rien. La Bibliothèque nationale, enfin en tout cas le demandeur ne va pas se démonter et argumenter précisément qu'il y a 2 feuillets dans ce manuscrit où il y a la vie de, je crois que c'est Jean Le Pieux. Enfin, ils ont besoin de trouver une page précise. Et donc là, le bibliothécaire va ensuite dire que non seulement le document est mis à l'abri et qu'il n'est plus accessible actuellement, ce qui n'est pas vrai. Et ensuite, concrètement, effectivement, les feuillets demandés sont manquants dans le cartulaire qui est à Quimper. Ça, c'est tout à fait exact. Et il va quand même établir une bibliographie d'orientation en expliquant dans quel document ils pourront trouver la preuve que ce n'est pas à Quimper, puisque c'est écrit très clairement, mais aussi qu'il existe une copie de ces feuilles recherchées dans un autre manuscrit qui, lui, est à la Bibliothèque nationale. Et donc, là, en gros, m'embêtez pas, allez regarder chez vous. C'est assez fabuleux. Enfin, moi, je
trouvais ça assez... Il utilise complètement les circuits de bibliothécaires, les bibliographies, tout ça pour enrouler les Allemands, quoi. Voilà. Enfin, et pour surtout ne pas envoyer le fameux document. Il argumente que la commission est contre, que ceci... Enfin, il multiplie les arguments. Donc, avec cet envoi, ce dernier courrier, je pense qu'il pense en avoir vraiment fini avec, et manque de chance, il reçoit un autre courrier qui dit, en gros, bon, où est-ce que ça en est cette histoire ? Je vous avais enjoint d'envoyer le cartulaire, et puis là, la menace est à peine dissimulée dans les termes. Voilà. Et donc là, il réécrit, mais alors sans tarder cette fois-ci, où il fait l'historique de tous les courriers qu'il a envoyés, avec tous les arguments qu'il a, en mettant, en gros, je vais finir par vous dire qu'on ne l'a pas, ce que vous cherchez, votre biographie là. Et en gros, je ne vois donc rien à modifier au terme de ma lettre du 18 février. Bon, voilà. Et en fait, tous les extraits, certains de ces éléments, etc., vont être repris en 1946 ensuite, parce qu'il y a un article qui va paraître après-guerre dans le Télégramme, en fait, sur cet acte de bravoure du bibliothécaire, et où il est souligné l'obstination toute bretonne de M. Gallo. Les Bretons sont têtus, voyez-vous. Et il félicite leur distingué compatriote pour le courage et la ténacité dont il a. Voilà. Ça donne aussi une idée du caractère de Barthélemy Gallo, besogneux, qui... C'est délistre, redélistre, pas trop de lecteurs parce qu'ils me prennent des bouquins, etc. Mais il est pugnace, quoi. Voilà. Bon, voilà. On lui doit d'avoir toujours le cartulaire à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, une partie des collections ont été pillées. Ça, on en a vu dans un précédent épisode, et notamment même des bibliothèques, des grandes bibliothèques de familles juives comme les Rothschild, qui avaient été intégrées au fond de la Bibliothèque nationale par mesure de protection, sont pillés, sortis des collections de la Bibliothèque nationale dès l'été 1940, donc dès que les Allemands mettent un pied à Paris. Donc fondamentalement, oui, il a sans doute eu du nez là-dedans en disant qu'il ne reverrait pas ses collections. Et c'est ce qu'on peut se dire, c'est vraiment, ce qui protège la bibliothèque de Quimper, c'est bien d'être une modeste bibliothèque de province qui est un petit peu passée sous les radars, voilà, parce que les autres bibliothèques ne protégeaient pas, même le fonds Jacob. Ce qu'il a vraiment protégé, c'est pas d'être à la bibliothèque, c'est d'être dans cette bibliothèque qui est vraiment passée assez inaperçue, puis qui a de subi elle est restée un petit peu dans son jeu. Alors c'est cette résistance passive au niveau pour conserver le cartulaire, ça va avoir une conséquence aussi après-guerre, où à la première inspection de bibliothèque, quand les inspections vont reprendre, l'inspecteur va demander que Quimper puisse faire restaurer en fait certains donc c'est aussi on est dans un mouvement aussi de restauration, de remise en état des collections, des bâtiments, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de circulaires qui passent, où on leur demande d'ailleurs en détail non seulement ce qui a été dégradé, ce qu'on peut faire pour les aider, les besoins de reconstruction ou de collection, ça s'est fait beaucoup, et on demande aussi d'ailleurs s'ils ont des besoins pour prévoir l'avenir au cas où il y aurait d'autres conflits armés. Alors là, pour Barthélemy Gallo, on ne change rien. Voilà, on fait pareil. C'est assez amusant ce qu'il répond. Mais c'est surtout que on a bien tenu en 40. Tout va bien. On a un certain nombre de nos manuscrits, dont la restauration date de 1948 à la Bibliothèque nationale. Voilà. C'est ce qui explique aussi cette grande campagne de restauration des manuscrits quimpérois. Donc, à côté des pillages, nous, on a vu que notre bibliothécaire pugnace nous permet de conserver nos manuscrits. Il y a une censure qui s'abat. Alors, elle s'abat d'abord sur les maisons d'édition, avec des restrictions sur les publications, des interdictions sur les publications passées. Ça a une conséquence directe sur les librairies, évidemment, sur les ventes. On l'a dit tout à l'heure, Mac Jacob ne touche plus de droits d'auteur, il n'a plus le droit de publier. Et ça va avoir une conséquence, évidemment, sur les bibliothèques municipales. Donc, on a ce qu'on appelle les listes, des listes d'interdiction. On a d'abord la liste Bernhardt, qui va toucher 143 documents, dont certains documents qu'on a encore
encore ici à l'heure actuelle, donc des éditions d'origine, je précise, pas juste des rééditions. Et ensuite, entre 1940, entre octobre 40 et juillet, ou mai 1943, il va y avoir 3 listes succinctes publiées qu'on appelle les listes Otto. Alors Otto, c'est Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne en France, qui est à Paris. Et donc lui va composer une liste avec aussi l'aide de quelques éditeurs français qui n'auront pas trop le choix de collaborer s'ils veulent rester ouverts. Donc on va avoir 3 listes qui vont interdire, censurer des manuscrits. Et donc voilà, est-ce que tu sais un peu comment ça s'est passé à Quimper, la mise en place ? Parce qu'on va avoir un durcissement progressif des interdictions. Donc la première liste, c'est un peu moins de 200 documents interdits. La deuxième liste, ça va augmenter un petit peu le chiffre. Alors on interdit évidemment tout ce qui est anti-allemand. On va interdire les marxistes et on va interdire les auteurs juifs et pacifistes. Donc on reste dans cette même logique. Et en mai 1943, la dernière liste va interdire des œuvres complètes d'auteurs, pas seulement un titre ou 2, mais des œuvres complètes, va interdire presque 800 auteurs juifs, et donc ça va porter le chiffre des interdictions des ouvrages à 6 000 à 8 000 documents. C'est complètement énorme. Donc qu'a fait Barthélemy Gallo là-dedans? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors là, par contre, les traces sont infimes. Il y a aux archives municipales... dossier sur la bibliothèque, effectivement les premières listes de livres à enlever des collections qui ont été reçues par la mairie et des listes établies par le bibliothécaire où on voit qu'il liste les ouvrages concernés, ce qu'il a, il y a des petites encoches, il y a des petits commentaires, il est écrit qu'ils vont être effectivement mis comme c'est demandé, sous clé, donc là, a priori plutôt dans le local des archives communales, puisqu'on vient de dire que c'était commun à bibliothèque. Voilà. Alors c'est fait, de toute façon, par contre c'est fait au moment de la demande. La liste arrive, c'est fait, et il va effectivement faire les courriers au préfet, parce que c'est le préfet qui transmet tout ça, dans lesquels il informe le préfet qu'il a bien, à réception des listes, il a bien retiré les ouvrages hostiles à l'Allemagne, en particulier les œuvres signalées par les éditeurs français. Il reprend, comme dans son habitude, les termes employés par les correspondants. Voilà. Et donc, on lui demande de les mettre en lieu sûr. Il répond qu'ils ont été mis en lieu sûr, donc dans une pièce de l'hôtel de ville. Donc, seul monsieur le maire et moi-même avons la clé. Une liste est établie. Enfin, il respecte, etc. Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'a pas fait la même chose pour les listes suivantes. Voilà. Donc, ces livres doivent être mis à l'écart, mais il n'est pas strictement interdit de les communiquer. Les autorités d'occupation jusqu'à la fin autorisent la consultation, mais avec des précautions. Les livres ne doivent pas sortir des locaux. Donc, c'est-à-dire, même si on doit faire consulter un ouvrage, il faut amener la personne dans le fameux local sous clé, la surveiller, etc. Et comme il y a des courriers qui alertent qu'il y a eu des incidents, voilà, et que la communication doit d'abord être justifiée, de plus en plus justifiée, donc des raisons techniques ou scientifiques, et que dans le moindre cas douteux, ça, c'est de la responsabilité du bibliothécaire. Voilà. Mais ce qui s'est passé à Quimper, alors on peut pas savoir. Il y a régulièrement aussi référence à des registres spéciaux. Et à un moment donné, voilà, je me dis, mais on les a pas ces registres. Mais voilà, c'était quoi ces registres spéciaux? Est-ce que c'est des registres pour les réfugiés? Est-ce que c'est des registres pour les forces d'occupation qui viendraient à la bibliothèque? Parce qu'on a quelques registres de prêts où on ne voit que toujours les noms des Quimpérois. Enfin, il n'y a pas trace d'autres noms de famille que ceux qu'on connaissait déjà bien avant-guerre. Voilà. On n'a pas tout, il manque énormément, c'est normal, de documents de cette période. La seule chose dont je suis à peu près sûre, c'est que les ouvrages ont ensuite été remis dans les collections empruntables, puisque, voilà, comme tu l'as évoqué, j'ai fait du sondage en fait, j'ai pris quelques noms sur cette liste qui est aux archives en me disant est-ce que c'est aujourd'hui? Alors
toi comme moi, on en a retrouvé. Mais alors, soit effectivement d'édition. Les collègues des archives en ont retrouvé aussi dans leur. Oui, alors voilà, ça c'est normal. Eux aussi, ils en ont retrouvé. Les collègues ont dû en retrouver, voilà. Notamment un Duhamel. Voilà. Mais voilà, on a effectivement dans les collections aujourd'hui, dans les collections de conservation, l'édition. Alors, celle que j'ai retrouvée là, notamment, c'est Henri Heine de l'Allemagne. Mais ce qui est assez amusant, c'est que cet ouvrage était arrivé chez nous au départ par un dépôt de l'État. Donc c'est un dépôt de l'État 1912 et voilà qui avait été mis, voilà, et qui a été remis dans les collections. Voilà. Et comme toi tu l'as repéré en faisant des recherches aussi, on a aujourd'hui certains des titres beaucoup de titres sont là dans des éditions récentes empruntables, mais on a des éditions d'époque, mais qui sont arrivées par d'autres biais, la plupart du temps par des dons. Donc toi, tu en as repéré dans le fonds Berthomé, et moi, j'en ai retrouvé dans le fonds 20e aussi, alors que sans connaître la source du don. Mais voilà, donc on pourrait aussi reconstituer une ambiance, mais ce ne serait pas forcément les exemplaires qu'ont vécu... Et on a quelques exemplaires, notamment, on parlait entre nous, quand je préparais toutes ces émissions, on parlait de Vercors et des éditions de Minuit, qui ont été éditions clandestines pendant la guerre, et on a des éditions originales. On a des éditions originales de Vercors, publiées par les éditions de Minuit en 1942, en pleine censure, à Paris, en pleine occupation. C'est quand même du témoignage sur la vie littéraire française dans nos fonds qu'on ne soupçonne pas. Et on a, sur cette période, on a beaucoup de choses, en fait, puisqu'on a la chance d'avoir ce fonds, on a 2 fonds en fait de dons sur cette période de la guerre, dont le fameux fonds Berthomé, voilà, donc que tu vas aussi aborder quand tu vas parler des résistantes, puisque voilà, le couple Berthomé, Éliane Renel et Henri Berthomé, voilà, donc toi tu vas en parler sous un autre axe, mais c'est vrai qu'on a leur bibliothèque et eux ont consacré leur vie aux droits de l'homme et ont des ouvrages absolument incroyables dans cette bibliothèque. Si tout se goupille bien, normalement, cet épisode sera sorti après les vidéos, donc vous pouvez dès à présent, une fois que vous aurez fini d'écouter cette émission, je précise, retrouver sur nos réseaux sociaux effectivement une biographie en vidéo d'Éliane Renel, épouse Berthomé, qui a été grande résistante quimpéroise, dont on a actuellement la bibliothèque chez nous. Et c'est fantastique, c'est des sources inépuisables. Alors, je ne t'ai pas dit, mais ce matin, tu ne m'as pas dit. En feuilletant un petit peu les registres de prêt 39-40, Mademoiselle Renel qui empruntait des livres à la bibliothèque. C'est magnifique. Moi, je te montre. Oui, je veux bien. Toute l'histoire de Quimper est là, en fait, c'est dans des détails, parce qu'on aborde souvent les grandes figures de la bibliothèque. On aborde Mac Jacob, Julien Quint, Yvonne Audon, qui sont des gens très, très connus. Mais l'histoire locale est quand même assez passionnante. On a des figures intéressantes. Alors donc, en parlant de figures intéressantes, je reviens à notre Barthélemy Gallo. Parce que on a quand même quelqu'un qui, en pleine guerre, récupère les dépôts de Mac Jacob, les enregistre, les laisse en consultation. Les gens peuvent regarder les ouvrages de Mac Jacob, alors même qu'il est interdit partout, comme c'est le cas. Donc, il s'expose quand même à des visites des Feldkommandantur qui viennent régulièrement vérifier les bibliothèques et les listes auto. Il refuse d'envoyer le cartulaire à la BNF avec plein de prétextes un peu fumeux, mais très scientifiques de bibliothécaire. On ne peut pas vous l'envoyer, de toute façon, il n'est pas là et on n'a pas les documents. Et en même temps, on a ces listes, on a des échanges avec le préfet, comme quoi il a bien mis sous clé les livres de la liste auto. Donc il y a un peu ce petit paradoxe qu'on voulait aborder, en fait, de quelqu'un qui va faire de la résistance passive dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. C'est quand même assez... Je pense qu'on n'a de toute façon pas la possibilité. Parce que là, voilà. Et puis il y a aussi à partir du moment où il reçoit un courrier du maire ou du préfet, il s'y plie. Que ce soit pour la création du fonds Mac Jacob, donc c'est le maire de l'époque, Prosper Gauthier, qui soutient, voire pousse, voilà. Après qu'il y ait une amitié qui se noue et que lui continue ce fonds. Et le cartulaire, il est aussi soutenu par la commission. Donc il y a aussi cet aspect, c'est un vieux monsieur, c'est pas, ce qui transparaît, c'est pas un marrant. C'est pas un marrant, on peut l'imaginer presque en charentaise dans sa bibliothèque, j'imagine. Voilà. Et je trouve que ça représente bien aussi l'époque de ces personnes, comme tu le disais. Voilà, c'était discret.
fonctionnaires, mais qui ont permis que ça continue à... Et cette vie aussi, ce qui m'a... Finalement, la somme des petits riens de cette vie, cette préoccupation, donc les réfugiés, ils les accueillent, mais ils vont repartir. Donc, par contre, sa préoccupation va être que certains repartent dans la précipitation avec les livres. Et c'est là, pour lui, le drame, c'est vraiment le drame récurrent. Voilà. Mais... il leur écrit, parce que pour certains, il a leur adresse, voilà. Et il y a même les livres. Voilà. Et il y a même courriers absolument charmants bien après, voilà, plusieurs années après, courrier d'excuses, de quelqu'un qui, on est parti, je vous renvoie les ouvrages, et puis qui donne en plus des nouvelles de la famille, ça s'est bien passé, on a eu des petits enfants, enfin, voilà. Donc il se passe plein de choses. Et dans une des lettres de Mac Jacob à Barthélemy Gallo, donc une lettre qu'il a reçue de Mac Jacob, où on devine en sous-titre qu'il a dû raconter à Mac Jacob qu'il y avait une formidable exposition à Quimper. Mac Jacob lui répond très gentiment qu'il est certain qu'il a très bien œuvré et que tout est grâce à lui. Enfin, voilà, il y a mais ce qui nous fait, réaliser aussi qu'il y avait toute cette vie culturelle quimpéroise. Il dit régulièrement que pour les réfugiés qui ne connaissent rien, évidemment, à l'histoire locale, donc il promeut leur curiosité sur l'histoire locale. Voilà. Et donc cette exposition, j'ai retrouvé le catalogue, et c'est une exposition qui s'appelle Quimper vieux et neuf. Voilà. Et elle avait été organisée fin 43, début 44, par le centre d'entraide au profit du livret du prisonnier. Voilà. Donc petite exposition, et donc qui montrait avec toutes les précisions possibles le développement de la cité de l'époque gallo-romaine à nos jours. Voilà, vraiment sur l'histoire locale. Et donc il y a des plans, enfin voilà. Et quelque chose qui m'avait absolument charmé, c'est que l'architecte de la ville, Clette Louarn, un personnage aussi important dans nos collections, avait fait le Quimper du futur. Il faut bien contextualiser, hein. On est donc en 43, et donc on anticipe la ville de Quimper en 1950. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Quimper, on a un viaduc qui va jusqu'au Pichery. Donc, vous voyez, c'est cette côte qui monte jusqu'à la Tourbie. On a donc du Pichery à la rue de Douarnenez, un viaduc géant. Voilà. Ah oui, voilà. Ça du bon viaduc déjà. On a un tunnel routier qui va de la rue de Brest à la rue Yann d'Argent. On a une grande rocade qui permettrait de rejoindre la route de Brest et le port du Corniguel. Pour ça, les rocades, oui. Voilà, bon, ça c'était une aparté. Oui, en fait, Barthélemy Gallo, finalement, il correspond pas mal à ce qui s'est passé un peu partout en France et aux bibliothécaires moyens de France, avec ces gens. Alors, on rappelle, c'est les résistants actifs. Parmi les bibliothécaires, c'est l'équivalent du reste de la population, c'est-à-dire 2%. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Majoritairement, ce sont des gens qui sont situés à Paris, à la BNF. On a parlé d'Yvonne Audon, qui a été grande résistante. Donc, une vingtaine de membres, Julien Quin, évidemment résistant, et une vingtaine de membres de la BNF qui sont dans la résistance active. Mais la majorité, en fait, c'est ce qu'on a vu dans un épisode précédent. C'est très compliqué de déterminer ce qui correspond à de la peur et de la mise sous clé. Parce que quand même, tu le disais bien, les lettres sont absolument rudes. Il y a une vraie menace qui pèse sur les bibliothécaires. La ville est occupée. La ville est occupée, et il faut rappeler qu'on a une partie des bibliothécaires. Alors, les bibliothécaires juifs et juives, eux, sont déchus de nationalité, ils sont interdits de travailler, ils sont même déportés. Donc ça met quand même un contexte et une ambiance qui est quand même particulière. Donc on a du mal à déterminer ce qui est de la peur, du zèle. Du vrai zèle et du vrai antisémitisme, anti-marxisme, tout ce qu'on veut. Et finalement, quand on voit... certaines bibliothèques ont fait exactement comme Barthélemy Gallo, c'est-à-dire qu'ont mis sous clé des documents pour faire plaisir au préfet et aux forces d'occupation et dire « voyez, on fait bien, on les met sous clé », sans les détruire, sans les abîmer, en les protégeant aussi au passage, parce que si on les met dans un local fermé, on ne les détruit pas, on ne les fait pas brûler, ce qui est déjà bien mieux que dans certaines régions de France où ça a été plus compliqué. Et à côté de ça,
Donc on a donné ce petit os aux Allemands, et puis à côté de ça, derrière, on va sauver un cartulaire, on va intégrer la bibliothèque de Mac Jacob aux collections. Donc pour le coup, Barthélemy Gallo, je pense qu'il est assez représentatif du bibliothécaire moyen en France, en dehors de Paris, disons, sur cette période. Le gros point d'interrogation quand même, c'est, et tu en as parlé aussi dans un autre épisode, mais qu'est-ce qui a été vraiment acheté pendant la guerre ? Oui, parce que, voilà, c'est la grande question. La seule information que je détiens, en dehors du fait qu'il y ait bien les concessions, là, les fameux dépôts d'État qui continuent à arriver, il y a des dons aussi, et que les budgets augmentent. Ce qui est logique, il y a l'inflation, etc. Bon, il y a de plus en plus, on va doubler, tripler, quadrupler le nombre d'abonnés, donc il y a aussi, il faut acheter. Les locaux ne sont pas extensibles. Donc, quelles sont les collections récentes pendant la guerre ? Qu'est-ce qu'on met en rayon en termes d'acquisition pendant la guerre ? Aucune idée. Oui, parce que le gouvernement de Vichy est hyper investi dans la lecture, et donc mettre de la propagande dans les bibliothèques, ça les intéresse beaucoup. Et c'est vrai que certaines bibliothèques, par résistance passive, là encore, n'achètent rien du tout entre 1940 et août-septembre 1944. Il n'y a vraiment rien. On refuse, plutôt que d'acheter de la propagande, on n'achète rien. Et puis, voilà. Là, de manière certaine, ce n'est pas le cas. Il y a des acquisitions, il y aura de la propagande, mais pas que. Qu'est-ce qu'il va y avoir voilà, il y a intéressant. Voilà, la bibliothèque. Ça ne fait que quelques années que le roman entre dans la bibliothèque. C'est son prédécesseur à Barthélemy Gallo, c'est Louis Le Guenec qui va le premier commencer à faire entrer la fiction à la bibliothèque. Oui, ça on n'imagine pas une bibliothèque sans fiction. Voilà. Ouais. C'est un monde. Voilà. Et qu'est-ce qui est acheté Voilà. Donc ça, effectivement, il faudrait vraiment faire un travail de fourmi à travers les registres de prêt, par exemple. Voilà. Marine Delaposte-Prod au micro. Je fais une petite pause dans l'interview pour ajouter un élément complémentaire. Quelques jours après l'enregistrement de l'interview, Sandrine a débarqué dans mon bureau en criant victoire. Elle a retrouvé les fameuses listes d'achats de la bibliothèque écrites par Barthélemy Gallo entre 1940 et 1945. On l'a dit, Barthélemy Gallo était absolument bien ordonné. Il a donc scrupuleusement noté pour chaque année l'entièreté de ses achats. Nous avons donc des listes d'achats, de dépôts de l'État et de dons. Cela nous permet donc de répondre maintenant à la question « Qu'avons-nous acheté à Quimper pendant l'occupation ?» Eh bien, pas grand-chose de sulfureux. Barthélemy Gallo achète principalement des ouvrages d'histoire centrés sur l'histoire locale, comme à son habitude, mais surtout le Moyen-Âge, la Renaissance. En tout cas, rien de dangereux. Il n'achète rien sur la Première Guerre mondiale, il n'achète rien sur l'Allemagne. Barthélemy Gallo n'achète pas de livres vichistes ni antisémites. Côté littérature, il achète principalement les romans à la mode. Comme Sandrine vous l'a indiqué dans l'interview, on retrouve à la mention des dons l'intégralité des dons de Mac Jacob faits à la bibliothèque de Quimper, et ce jusqu'en 1944. Maintenant, retour à l'interview. Une bonne chose. Alors, ce qui va se passer à la Libération, c'est aussi une épuration, parce que là on était dans la censure, l'épuration des collections, mais c'est une épuration inverse. On fait machine arrière, machine toute, et on épure les documents, pour le coup, propagande nazie et propagande collaborationniste vichiste. Donc, est-ce que tu as des données là-dessus sur nous ? Est-ce que tu sais ce qui a été fait ou pas à Quimper ? Alors, non, tout ce que j'ai, c'est effectivement, de même, comme pour tous les documents officiels, la bibliothèque a bien reçu la directive du directeur des bibliothèques de France. Donc, à l'époque, c'était M. Boutron, qui faisait l'intérim de Julien Quint avant qu'il revienne de déportation, et donc qui envoie une liste de documents qui doivent être retirés qui ont été retirés de la vente en librairie par décision du contrôle militaire des informations, et qu'il considère qu'il serait considère que ce serait du plus grave inconvénient que ces documents demeurent à la libre disposition du public dans les bibliothèques. Et donc là, effectivement, on est sur plutôt le registre de la propagande, des ouvrages anti-juifs, etc. De toute une littérature parue pendant la guerre. Cette liste n'est pas accompagnée de... Non, je n'ai même que la circulaire est accompagnée d'une liste, mais cette liste, il n'y a pas d'encodage
coche, il n'y a pas de travail tu sais pas dessus, si ça il n'y a a pas été- les listes manuscrites du bibliothécaire, aucune information là-dessus. Il faudrait, pareil, alors là, à l'inverse, on pourrait envisager des sondages entre cette liste et ce qu'on a encore aujourd'hui dans les collections. À vue, comme ça, pour moi, il n'y a plus rien de tout ça. D'accord. Pour le coup, rien. Donc ça aurait peut-être été fait, mais tu n'as pas la preuve voilà. que ça a été fait. Alors, il faut savoir aussi que les fonds de conservation, que ce soit les fonds des confiscations révolutionnaires, les fonds du 19e, les fonds de toute époque, sont finalement, nous conservons ce qu'on nous a laissé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses. On a évoqué aussi des documents qui ne sont pas rendus, des vols. Beaucoup de littérature de Barthélémy Gallo sur les disparitions. Voilà. Et on va aussi avoir les dégradations. Donc, comme aujourd'hui, en lecture publique, vous enlevez les ouvrages un petit peu surannés, un petit peu abîmés, ou vous les remplacez ou pas. De même, les ouvrages dégradés sont enlevés, y compris s'ils ont fait partie d'un don, s'ils ont fait partie d'une collection. Il n'y a aucun critère intellectuel. L'ouvrage est abîmé. On est aussi dans une période où pratiquement tout est relié avant d'être mis en rayon. Donc, ça dure plus longtemps. Voilà. Mais, voilà. Et donc, on conserve aussi des documents dans des états extrêmement dégradés parce qu'ils ont énormément été consultés. Voilà. Mais donc, c'est très difficile de dire, j'en ai plus, mais pourquoi c'est absolument rien. Pour s'acheminer vers la fin de cet entretien avec toi, je sais que tu as plein de petites anecdotes de la vie à la bibliothèque. Est-ce que tu voudrais en partager quelques-unes sur ces petites anecdotes des années de guerre et de la vie de la bibliothèque, tout simplement? Parce que ça serait très intéressant. Maintenant, on a parlé de la grande histoire, tout ça, mais ça serait rigolo. Notamment peut-être par contraste entre la masse des préoccupations de notre bibliothécaire qui, il fait en août 1944, il fait son inventaire annuel et on le voit dresser des listes d'ouvrages supposés disparus, d'ouvrages aussi qui l'enlèvent des collections et notamment de mouvements de collection parce qu'il va mettre en place les ouvrages obtenus par dépôt dans l'année, etc. Bon, c'est le ménage d'été. Et donc, cette année-là, il dresse une liste de 55 documents manquants. Et pardon, je rigole parce que je te vois rigoler en face de moi, mais il accompagne cette liste de documents d'un avis qui va suspendre le prêt des livres aux élèves des écoles jusqu'à complète restitution de ces ouvrages, puisqu'il a constaté que la plupart des livres manquants avaient été pris par des étudiants ou des étudiantes. Voilà. Donc ça, c'est l'esprit Barthélémy Gallo. Et donc, il va y avoir des débats au sein de la commission. Donc, il y a eu 3 commissions pendant la guerre, donc 2 par rapport au problème du cartulaire, et puis comment s'adapter à l'afflux effectivement d'usagers. C'est encore Marine en post-prod. Nous voulions revenir un instant sur la délibération des commissions au sujet du cartulaire. Nous avons abordé le sujet en début d'interview, mais en 1938, quand les 183 bibliothèques municipales de France reçoivent une circulaire leur demandant de protéger leur collection, cette dernière n'est quasiment pas suivie d'effet. Il n'en sera pas tout à fait de même à la fin de la guerre. En effet, à Quimper, avec le retrait des troupes allemandes, on s'inquiète du sort éventuel du trésor des bibliothèques, dont le fameux cartulaire. La commission statue que les livres vont être placés dans un coffre-fort de la Banque de France quimpéroise, situé à l'époque en face de la gare de Quimper. Malgré tout, les documents n'y restent pas longtemps, à peine 2 mois, avant de réintégrer la bibliothèque au premier étage de la mairie.
Maintenant, retour à l'interview. Et voilà, en 45, alors non, c'était la même année, en 44, parce qu'il est vraiment beaucoup en émoi, et il se demande s'il ne faudrait pas mettre un grillage, en fait, pour séparer, que les gens, finalement, ne puissent plus entrer dans les salles. Parce que il dit, les usages évoluent, les gens stagnent un petit peu dans la bibliothèque, feuillettent, etc. Bon, et donc, ça lui pose problème, parce qu'il a beaucoup plus de mal à surveiller aussi. Et donc, il suggère ça, voilà. Donc ça se fait pas. Par contre, en décembre, il n'a rien lâché, parce qu'en décembre 45, il explique à la commission que il tient désormais un registre spécial de sortie à l'usage des élèves qui fréquentent la bibliothèque. Et donc, il les guide, hein, il les aide dans la recherche des ouvrages et dans leurs conseils des lectures. Alors, ça évite les pertes de temps et les stations prolongées devant les rayons. Voilà. Et il ajoute, parce que comme si ça ne suffisait pas, il ajoute quand même qu'il exerce une surveillance attentive aussi, bien sûr, le prêt des livres du Fonds breton. Voilà. Il y a, Barthélémy Gallo, le représentant des bibliothécaires à chignon. Comment on se les imagine? Voilà. Sauf qu'il n'a pas de chignon, mais Voilà. je suis sûre qu'il a des lunettes. Il a des lunettes, c'est impossible. Et il a la clé du coffre-fort dans sa poche à gousset. Non, mais c'est ça, c'est Barthélémy Gallo, c'est la bibliothécaire à chignon. C'est génial. Voilà. Ceci dit, ensuite, il va rester là, il va continuer à vieillir doucement. Alors, il n'y aura plus de... On sent qu'il va avoir du mal avec les nouvelles générations, notamment le musée des Beaux-Arts va prendre le musée des Beaux-Arts va prendre son essor. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, il va. Puis, honnêtement, il est âgé. Donc, il faut savoir que c'est un homme qui a eu des problèmes de santé toute sa vie. Donc, il va. Il va avoir des longues absences finalement. Et puis, voilà, à 76 ans, il fait valoir ses droits à la retraite et il va se retirer chez il est veuf depuis peu et il va se retirer à Sceaux chez sa fille unique. Voilà. Et où il va décéder en 1960. Ah oui. Et alors, une dernière question sur Barthélémy Gallo. Il commence en 1935 jusqu'en 1953. Quand il part à la retraite en 1953, la bibliothèque est toujours à la mairie? Oui, mais il est déjà question, elle est à l'étroit, elle est vieillissante, et parce que on le connaît pugnace, régulièrement, il demande des travaux, il demande du mobilier, des agrandissements, enfin, ou des budgets, bien sûr. Et la réponse qui lui est faite à l'époque, c'est de se rapprocher de l'architecte municipal, Claude Louarn, pour présenter les besoins et pour un projet de future bibliothèque, puisqu'on est justement dans cette période où on demande aux bibliothèques, voilà, quels sont vos besoins pour vous moderniser, etc. Alors, pareil, il n'y a aucune trace de ce projet. Y a-t-il eu un rapprochement ou pas? Tout ce qu'on sait, c'est très très concrètement, c'est que la nouvelle bibliothèque municipale ouvrira en 1960, non loin de la mairie, place Toulaler. Le quartier avait brûlé après-guerre, était entièrement sinistré, et il y avait effectivement des zones à l'abandon. Et donc c'est là que sera construite la bibliothèque qui ouvre en 1960. Donc là, on est sur un projet architectural d'architecte Chausse-Pied, qui est aussi un architecte quimpérois. L'histoire quimpéroise est partout. Et donc c'est son successeur, Sébastien Coïc, qui va, lui, vivre cette grande aventure du déménagement et donc de la modernisation de la bibliothèque. Donc Sébastien Coïc, qui n'est toujours pas un bibliothécaire professionnel et qui lui va produire. Alors c'est très fréquent dans les bibliothécaires d'être écrivain en parallèle, mais donc lui va effectivement, y compris pendant ces années à la bibliothèque, publier plusieurs romans sur la Bretagne.
Barthélemy Gallo n'a jamais rien. C'est peut-être aussi une des exceptions dans cette génération où ils écrivaient tous, faisaient plus. Il était trop occupé à surveiller les livres derrière les grillages et des mains des étudiants. Des mains des étudiants, des mains grasses des étudiants, c'est sans doute... Merci Sandrine d'avoir partagé avec moi et avec les auditeurs et auditrices l'histoire de la bibliothèque de Quimper pendant la guerre. Donc cet entretien conclut notre série de feuilletons sur l'histoire des bibliothèques en France pendant l'occupation et je vous dis à très bientôt.